Oui, j'ai vraiment cassé le moteur de la 350Z. Les amis, avant de commencer cette vidéo, je vais vous parler du partenaire qui la sponsorise et je parle de Car Vertical. Alors, regardez ce qu'il m'envoie, une petite BMW série 2 qui semble avoir eu un problème d'accident. C'est une voiture qui a été importée des États-Unis et comme vous le savez, beaucoup de voitures importées des États-Unis qui ont eu des dommages peuvent atterrir dans les pays de l'Est comme la Lituanie, voilà, c'est le cas pour celle-ci, et après se retrouver en vente chez nous en France en tant que véhicule clinique. Sauf que là, on a la chance d'avoir les photos. Regardez l'état de la voiture aux États-Unis, c'est vraiment pas joli, hein. Elle a pris quand même un joli pet latéral avec déclenchement des airbags, dommage pour cette M235i. Et le truc le plus incroyable, c'est qu'on a également les photos en vente actuellement en France de la voiture en état réparé, clinique, parfait, à ne jamais se demander ce qu'elle a eu auparavant. Je vous mets un lien dans la description de cette vidéo avec 20% à valoir sur votre prochain rapport. Je vous recommande vivement de le faire si vous devez acquérir une voiture d'occasion. Les amis, bienvenue dans la vidéo dans laquelle je vais vous expliquer pourquoi j'ai cassé le moteur de la 350Z dès le deuxième épisode. Avant de vous expliquer le pourquoi du comment, j'avais avancé dans les étapes de la 350Z. Je l'avais amené au garage, on avait checké le châssis. Je vous montre ça de suite. Les amis, ça y est, c'est le jour où on se retrouve au garage. On a amené la voiture chez JMT. Elle est juste derrière moi, regardez, elle est sur le pont. On va découvrir ensemble du coup l'état du châssis de la voiture. Est-ce que ça va être une merde? Est-ce que ça va être une bonne voiture? Est-ce que ça va être un mauvais achat ou un bon achat? On va le savoir maintenant. Bon les amis, ça y est, c'est le moment du verdict. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va partir d'ici. Déjà, on voit que la protection sous le moteur, bah, elle est complètement branlante, hein. Alors ça, tout ce que vous allez voir de ce type de terre, ça c'est moi, hein. C'est parce qu'il y a eu beaucoup de pluie ces derniers jours. Et comme elle est un petit peu basse, j'habite dans un chemin en terre, du coup j'ai un peu raclé le sol. Les bras, c'est de l'alu, donc ça va pas bouger. Pas trop de rouille sur les amortisseurs. Les freins, tout est ok. La biellette de direction, bon ben ça c'est rouillasse, c'est pas très grave. Le X-Brace, il est rouillé, un peu comme sur beaucoup, j'ai envie de te dire. La ligne d'échappement, les catalyseurs, ici c'est bon. De l'autre côté, par contre, on a la protection. Je l'entendais quand j'étais dans la voiture vibrer, donc ça, je vais la retirer directement. Gros point positif, la caisse. La caisse, par contre, elle est pas rouillée. Elle est à peine, vous voyez, micro-piquée, mais genre tu nettoies et ça s'en va direct. Donc la caisse est en parfait état, ça, je suis très content. Tout ce qui est autour, comme les petites tôles là ici, ben ça oui, par contre c'est rouillé, mais c'est pas très important. La ligne d'échappement, par contre, il y a du taf. Il y a du taf parce que regarde la tresse, elle est complètement morte. C'est dessoudé ici, c'est rouillé complet même d'ailleurs. L'autre côté, c'est pas mieux. On va retrouver la tresse qui est complètement défoncée. Je commence à comprendre pourquoi je sens de l'échappement dans l'habitacle. Au niveau du X-Brace arrière, ben pareil, il est rouillé. Bon, ça c'est pareil comme sur beaucoup, hein. Nous, on en avait une française, il était rouillé également. Toutes les traces de terre, voilà, ben ça c'est mon chef-d'œuvre, hein. C'est chez moi, c'est mon chemin. Le reste de la caisse, il est bon. À l'arrière, qu'est-ce qu'on a? La barre stabilisatrice un peu piquée, 2-3 petites tôles un peu piquées. Et l'échappement. Alors l'échappement, ben, c'est confirmé, hein. Regarde, c'est marqué. C'est bien un échappement Cobra, sauf que il y a un petit peu de taf en fait. Donc je pense pas que je vais le garder parce que là clairement il est complètement déglingué. Il y a une énorme fuite, il est cassé en deux. Les cylindres bleus qui sont vieux comme la voiture, j'ai l'impression que cette ligne en fait elle est d'origine sur la voiture. Au niveau de l'arrière ici sur le châssis on va retrouver un peu de corrosion, ça c'est pareil, je pourrais le traiter. C'est pas du tout perforant, c'est juste piqué en surface. Donc un coup de ponçage et ça repart. Le train arrière, il est nickel, rien à dire. Les tôles ici, pareil, un peu piquées, mais pas percées. Les amortisseurs, pas de fuite. Les ressorts sont pas pétés. Le différentiel, bon, ben lui, on va lui faire la petite vidange. Déjà, on va s'occuper de lui sagement. Les cardans, les soufflets, tout est ok. Il n'y a rien qui a bougé. Ça, c'est le gros avantage des japonaises, c'est qu'en général, il n'y a rien qui bouge à ce niveau-là. Mais par contre, maintenant, je comprends l'histoire de la double sortie. Une qui est pas d'origine, une qui est d'origine. Et surtout, il n'y a rien qui va. Et vu la tête de la marmite, je comprends aussi pourquoi maintenant, elle chante excessivement bien. Donc au final, ça va. Sacrée bonne surprise au niveau de la voiture du dessous. Je suis très content parce que le plus important pour moi, c'était la caisse. Et au final, on se rend compte que la caisse est en parfait état. Donc il y a quand même de fortes chances que cette voiture, au final, ne finisse pas en projet safari, mais plus en voiture de street drift. Dans l'ensemble, il faut dire ce qui est, elle était quand même plutôt propre. On est d'accord, le châssis, il n'y avait rien de perforant, c'était que de la roue de surface. J'étais quand même très content. C'était une belle surprise. Alors pour le choix de faire un projet safari ou un projet street drift ou un projet même tierce, finalement j'avais pris la décision de faire un projet street drift, c'est-à-dire plus daily et un peu de drift.
pas extrême, hein, genre juste un frein à main hydraulique bien implanté dans la console, un mini kit grand angle, et c'est tout. Pas d'arceau, pas de crash bar, pas vidé, rien du tout. Tu vois, vraiment le daily où tu peux faire un peu de drift avec. Le projet Safari, c'était oui, c'était non, il y avait du pour, il y avait du contre. Mais d'un côté, le moteur de la Z, il me plaisait vachement plus en fait en drift. Je voulais vraiment drifter une Z en fait, tout simplement. Bon, je sais qu'il y en a qui ont certainement dû être déçus que je n'ai pas fait un projet Safari ou autre. Mais en ayant posé le pour et le contre, c'était le choix le plus malin. Suite à ça, il fallait changer le pare-choc avant et l'aile avant. J'avais donc acheté une aile avant neuve Nissan ainsi qu'un pare-choc avant Vertex en fibre. Je m'étais fait quand même assez plaisir, hein. Et oui, regardez ce qu'il y a derrière moi. Une petite aile avant flambant neuve, ça c'est trop cool. Et aussi le pare-choc en fibre, regarde où tu vas, Vertex. Et ça c'est grave cool. Il est arrivé super vite. Et là, je suis sur la route pour l'amener direction la peinture. On va aller voir le carrossier qui va nous peindre les deux éléments de la couleur d'origine de la voiture. Et surtout, j'ai même pas déballé le pare-choc Vertex. C'est-à-dire, je l'ai enlevé du carton. Je l'ai pas ouvert de ce sachet plastique. J'espère que dessous, il est en bon état. Je pense que oui, vu l'emballage qu'il y avait. Et heureusement que j'ai ce fidèle HRV. Regardez, on n'oublie pas, hein, 304 000 km. Lui, il sera toujours là pour me rendre service. C'est un truc de fou. Je me languis de voir la tête de la voiture une fois qu'elle sera terminée parce que là, clairement, elle est vraiment dégueulasse. Ouais, bah non. La seule chose que tu verras, c'est posé par terre comme ça et rien de plus. Je les ai récupérés quelques jours plus tard dans un état neuf, repeint par un carrossier que je remercie 1 milliard de fois. D'ailleurs, si vous cherchez un super bon carrossier dans le Vaucluse, dans le 84, je vous mets le lien de son profil Instagram dans la description de la vidéo. Qui a fait un travail d'excellente qualité, malheureusement que je ne pourrais pas profiter. Et c'est pas tout, puisque encore après, j'avais commencé à refaire la ligne, parce que le Y-pipe en fait était percé et il y avait des gaz d'échappement qui remontaient par le soufflet du lever de vitesse. Et dans la voiture, c'était fort désagréable. De toute façon, les tresses étaient mortes et tout le reste. Donc je l'avais changé. Les disques avant et les plaquettes avant, c'est fait. Vous voyez, ils sont neufs, ils sont montés. Il n'y a plus qu'à aller les roder. Et là, du coup, je suis en train de me taper le Y-pipe. Parce que le Y-pipe, vous vous rendez compte que du coup, toute la tresse, voilà, pas besoin d'en dire plus. Et là, en fait, c'est percé. Et comme c'est percé, ça remonte directement par le lever de vitesse. Et au ralenti, ça te fait une petite odeur d'échappement dans l'habitacle. C'est super cool, hein, moi j'aime bien. Mais au bout d'un moment, en fait, t'as la tête qui tourne et tu sais plus trop où est-ce que tu es. Alors du coup, j'ai commandé un Y-pipe en inox, flambant neuf, avec les joints et les vis flambant neuf. Au moins, je vais mettre ça et je serai plus emmerdé. Vous voyez, j'avais quand même bien avancé quand même sur la Z, hein. J'avais pas perdu de temps, j'avais fait ça très rapidement et tout. J'étais quand même très content de moi pour le moment, tout se passait bien, j'avais commencé à changer les disques, les plaquettes, elle commençait vraiment à avoir une seconde vie et à devenir de plus en plus intéressante. Surtout que, ça je l'ai pas filmé, mais ma femme a changé l'émetteur d'embrayage. Alors pourquoi ma femme? Parce que l'émetteur est certainement dans l'un des endroits les plus inaccessibles de la planète en RHD. Alors en LHD ça se fait très bien, en RHD c'est littéralement une catastrophe monumentale. Donc c'est elle qui me l'a changé, avec un ami ils ont réglé après la garde d'embrayage, c'est une belle étape de merde clairement ça aussi. Mais ça s'est fait, c'était cool. Donc là en gros la voiture elle était vraiment genre utilisable au quotidien, j'étais très content donc je commençais à la rouler. Et un soir, c'est quelques soirs après la vidéo de la lustrerie Mathieu où on a fait l'expo Porsche, j'y suis retourné avec des amis en Porsche et là je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Alors c'est très simple, hein. Alors on a fait notre expo, on est allé au resto et en partant du resto on fait chauffer les voitures tranquilles, on roule, on a une petite demi-heure de route et au bout d'un quart d'heure on arrive à un feu rouge et j'avais Thibaut derrière moi de JMT avec Anthony dans la voiture. Et là ils se mettent derrière moi au feu rouge et il fait vrombir son moteur. Je comprends très bien qu'en fait, il veut qu'on se tape une axelle. Le feu passe au vert, je mets la première, je démarre tranquillement, je mets ma seconde, je continue tranquillement, j'arrive à 4000 tours, et là, j'écrase les gaz. J'arrive en fond de 2, je passe ma 3, je continue à accélérer, et là, je me dis, tiens, c'est bizarre. J'ai l'impression qu'elle marche moins bien, alors que c'est quand même une voiture qui avait été reprogrammée à l'éthanol et qui avait sorti 301 chevaux au banc. Et depuis que je l'avais, justement, je disais à tout le monde, c'est affolant quand même à quel point elle marche, sachant qu'on a déjà eu une 280 chevaux, elle ne marchait pas autant. Et là, je trouvais que pour une 280 chevaux, elle sortait quand même excessivement bien ses chevaux. Et là, je lève les yeux et qu'est-ce que je vois dans le rétroviseur? Thibaut dans la Porsche collé à mon cul. Et je me dis, waouh, c'est chelou quand même là, parce que marche bien la Z quand même. Et là, je lâche les gaz. Lâchement de gaz suivi d'un... Voilà, hein, donc ça déjà tu sais ce que c'est. Et je débraye et là je vois la pression d'huile qui me dit 0. Mais 0 net quoi, c'est même pas 1 ou 2 PSI, c'est 0. Et là je me dis bon ben là tu sais tu as ce sentiment de merde qui t'envahit où tu commences à avoir très chaud, tu commences à avoir l'adrénaline qui te parcourt la colonne vertébrale, tu commences à transpirer à grosses gouttes et tu te dis
Ah merde, là il s'est passé quelque chose de pas cool. Donc je chope mon téléphone, j'appelle Anthony qui était en passager donc dans la voiture et je lui dis Anto, je crois que je viens de faire le moteur. Pendant quelques secondes, forcément, il ne me croit pas, puisqu'on est de longue en train de se raconter de la merde. Sauf que là, je lui dis non, 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 là c'est sérieux. Là, je lui dis la voiture avance plus, elle a plus de patates, elle fait un bruit pas possible, qu'est-ce que je fais? Alors, moi, pris de panique, je lui demande et il me dit bah, rentre vite chez toi, éteins-la pendant que tu ouvres le portail et ne la touche plus. J'arrive chez moi, j'arrive devant mon portail, je la coupe. Tu sais, à chaque fois qu'en plus je débrayais pour passer les 2-3 dodanes qu'il y a chez moi, je voyais la pression d'huile qui chutait à zéro, vision d'horreur. Je la coupe, j'ouvre mon portail et là, je la jette au fond du jardin et ben, elle est là, quoi. Voilà, elle n'a pas bougé depuis. Donc, suite à ça, j'ai réfléchi, j'ai pris plusieurs décisions. Est-ce que je la répare? Est-ce que je m'en sépare? J'ai réfléchi à la réparer, je me suis dit, c'est pas moi qui vais le faire, clairement, parce que comme je vous le dis tout le temps, ce n'est pas mon métier. Ça veut dire qu'il faut que je fasse travailler Thibaut et Anto dessus. Ça va me coûter une grosse somme d'argent parce qu'il faut sortir le moteur pour diagnostiquer. On sait déjà d'office que le bruit, c'était les coussinets. Donc déjà, j'ai les coussinets qui sont morts. On peut déjà taper sur un nouveau vélo ou alors une réfaction de vélo. Mais là, le problème, c'est qu'on ne le sait pas tant qu'on n'a pas ouvert. Donc c'est peut-être des coûts en plus. Certainement les poussoirs aussi qui ont mangé, je ne sais pas. Bref, ouvrir un moteur qui a subi ça, ça peut être la loterie. C'est soit tu n'as rien, tu as coupé au bon moment et tout est bon, soit c'est la merde et il faut refaire beaucoup de trucs. Les distries, tout le bordel, de toute façon, dans tous les cas, ça y passe. Donc, je vous avoue que j'étais un peu saoulé. Même si, bon, bah, clairement, la base est bonne, le reste est bon et tout. Mais je ne me voyais pas faire ça. Honnêtement, je vais être franc avec vous, je ne me voyais pas réinjecter des ronds, refaire le moteur. En fait, mentalement, ça ne passait pas le fait de me dire « Allez, tu vas jeter 2-3 000 € dans le moteur. » Pourquoi? Pour revenir au même point que la veille à 11h. À 11h où le moteur marchait très bien, tu vois. Si à la limite tu jettes 3 000 € dedans et qu'il y a un turbo, qu'elle a pris 50 chevaux, 60 chevaux ou quoi, ok. Là non, c'est juste tu payes pour revenir en fait un temps en arrière. Donc j'ai pris la décision de vendre la voiture. Je suis désolé, mais je ne me vois vraiment pas lancer les réparations sur cette voiture. Alors je suis extrêmement déçu. Je ne suis pas déçu financièrement parce que financièrement je sais que je vais retomber sur mes billes au prix où je l'ai payé et rien qu'en pièces détachées de toute façon ça vaut une fortune, une Z entre les étriers, la boîte de vitesse et tout, il n'y a pas de souci à se faire. Mais c'est mentalement parlant. Mentalement parlant, je suis extrêmement déçu parce que j'avais une Z à moins de 4 000 € qui était devant chez moi, qui démarrait, qui allait avoir une gueule d'enfer avec les éléments de carrosserie et que j'allais pouvoir rouler et prendre du plaisir dans une Z à moins de 4 000 €. Je veux dire, pour ceux qui ont déjà conduit une 350Z, dites-vous qu'une Z à 4 000 €, genre c'est trop cool, quoi. C'est comme si demain tu achètes une 911 par exemple à 6 000 € et que tu te dis putain, elle est nickel. C'est trop bien, il faut dire ce qui est, c'est trop bien, j'étais trop content. Donc c'est pas grave, j'ai d'autres voitures, j'ai d'autres projets encore derrière qui sont en cours. Et il faut comprendre une chose aussi, c'est que le budget pour la réparer, c'est également le budget que j'avais prévu pour la modifier. Et financièrement parlant, je peux pas la réparer et quand même la préparer et la modifier derrière. Parce qu'à côté de ça, j'ai d'autres voitures, comme je vous le disais, qui elles aussi me réclament du budget. Niveau contenu ou quoi, c'est pas grave, mais c'est plus mental dans le sens où je lui réservais quand même un futur assez cool et ça ne se fera pas, donc je suis un peu déçu. Ça doit se voir clairement sur ma gueule, hein, que je suis dégoûté, mais bon... Voilà. Attention aussi, je vais vous éclaircir sur un point. Certes, c'était la 350Z la moins chère d'Europe, mais c'est pas forcément pour ça que j'ai cassé le moteur. C'est pas parce que c'était la moins chère que le moteur m'a lâché. Ça peut arriver sur n'importe quelle voiture, à n'importe quel budget. Il n'y a vraiment aucune règle à ce niveau-là. Ça peut vous arriver sur une McLaren, ça peut vous arriver sur une Peugeot à 100 €. Il n'y a aucune règle à ce niveau-là. J'insiste bien, c'est pas parce que c'était la moins chère d'Europe que le moteur a cassé. Là, c'est vraiment la faute à pas de chance. Je sais pas encore pourquoi justement il y a eu cette perte de pression d'huile et que ça m'a fait les coussinets. Peut-être le joint de galerie. Je sais pas. J'essaierai de garder contact avec la personne qui va me l'acheter et je lui demanderai peut-être s'il sait ce qui s'est passé. Un autre point que j'aimerais éclaircir également, c'est le swap. Si on avait été aux États-Unis, je vous garantis que cette voiture, je l'aurais gardée. Parce que je l'aurais certainement swappé avec un LS ou un JZ. Alors là, une 350Z, un JZ, ça aurait été le Graal pour moi. Pourquoi pas swapper avec le même moteur tout simplement, racheter un bloc et le mettre dedans, pour la simple et bonne raison que je n'achète plus de moteur sur palette. Acheter un moteur sur palette, pour moi, c'est une très mauvaise idée. Encore une fois, ça n'engage que moi. Pour la simple et bonne raison que tu ne sais pas si le moteur tournait. On ne peut pas se fier au vendeur qui te dit le moteur tournait, je l'ai démonté moi-même, ça c'est juste pas possible. Sauf si vraiment il te montre une vidéo du moteur tournant datée d'il y a quelques semaines avec le code moteur dessus et que le mec il vous inspire vraiment confiance, là je veux bien.
Mais acheter un moteur d'occasion sur palette, pour moi, c'est terminé. Tu sais pas ce qui s'est passé dans le moteur, tu sais pas ce que tu vas avoir comme surprise au moment de démarrer le moteur, tu sais pas s'il va tourner, s'il va claquer, tu sais pas ce qu'il a eu, tu sais pas ce qui est devenu la voiture qui a donné ce moteur. Peut-être qu'elle a eu un énorme accident et que du coup, il y a des pièces qui ont bougé, tu ne peux pas savoir. C'est extrêmement compliqué, c'est la loterie. Moi, je ne veux pas jouer à la loterie, je ne suis pas du tout joueur. Comme vous le voyez, hein, je décide de ne pas la réparer, donc c'est que je ne suis pas joueur. Je ne veux pas prendre le risque de savoir ce que je vais trouver dans le moteur. Donc pour moi, c'est non. Swapper par un autre moteur de Z, c'est même pas pensable. Prendre le risque d'acheter un moteur 2000-2500 € et de le swapper et qui soit encore pire état que celui que j'avais, ça c'est pas possible. Il y a l'aspect budget aussi, il faut savoir que si je lance les réparations dans la voiture, on ne va plus du tout être dans le but de faire une 350Z pas chère en daily restauration ou autre. On plombe le budget et le budget alloué à cette voiture, il s'évapore instantanément avec cette panne qui m'est arrivée. Donc c'est pour ça aussi pourquoi je choisis de ne pas la réparer. Sur ces belles paroles, les amis, je suis désolé que ça se finisse comme ça. Hein. J'aurais préféré que ça dure un petit peu plus longtemps, clairement, entre nous. Mais la série 350Z s'arrête maintenant, de 2 épisodes. Bientôt, je vais vous faire des séries de 1 épisode. J'achète la voiture, je la casse, je la vends, ou j'achète la voiture, je la roule, je la vends. Voilà, je suis déçu. À bientôt dans la prochaine vidéo, les amis. Et les futurs projets seront certainement, peut-être pas mieux que la Z, mais plus roulants, on va dire. Ça sera mieux, ça. Plus roulant, ouais. On va essayer de faire des voitures plus roulantes.